Michael Tardif, Laurent Fenwick et Gian Ramoni. Voilà, si vous êtes là. Tous les quatre, on va parler messagerie, sécurité de santé, DMP et ordonnance numérique. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Édouard Bré, je fais partie de l'ANS, je suis en charge des projets donc MS Santé à l'ANS. Je vais vous faire un point d'actualité sur le projet, donc assez rapide, je crois en 10 minutes. L'objectif, c'est de passer sur 3 points finalement. Regardez justement les quelques chiffres clés de l'espace de confiance sur la dernière année, depuis la dernière JNI. Regardez les principales nouveautés, évidemment, comme d'autres, avec le Ségur, on a beaucoup de nouveautés à partager. Et puis enfin, un focus rapide sur ce dont j'aurais parlé un peu avant, une nouvelle API qu'on a promue justement dans tous ces travaux, qui s'appelle l'API LPS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, savoir un peu de quoi il en retourne. Donc si je démarre sur quelques chiffres de l'espace de confiance MS Santé, comme on a pu le faire assez souvent, on va parler déjà du nombre de boîtes aux lettres pour dire qu'on est toujours une progression assez linéaire du nombre de boîtes aux lettres dans l'espace de confiance MS Santé. On est aujourd'hui, enfin en septembre dernier en tout cas, à 630 000 boîtes aux lettres créées, soit une progression quand même par rapport à janvier de l'année précédente de 26% toujours. Je vous ai mis la répartition des boîtes aux lettres, ça celle-ci elle ne fluctue pas, c'est évidemment surtout des boîtes aux lettres personnelles. Je ne vais pas revenir sur la distinction des différents types de boîtes aux lettres. Et puis un point qu'on voulait mettre en avant malgré tout, c'est que sur ces 630 000 boîtes aux lettres, on a quand même plus de 170 000 boîtes aux lettres qui n'ont pas été consultées depuis 1 an. Donc c'est un véritable sujet pour nous. On a des actions justement soit pour, avec les opérateurs, permettre de supprimer ces boîtes aux lettres, mais ça, c'est pas évident, ou en tout cas de les retirer de l'annuaire santé pour pas qu'elles puissent être retrouvées puisqu'elles semblent effectivement inactives. Concernant les échanges de messages, alors là déjà, c'est des chiffres que je vous donne qui ne contiennent pas les échanges DGS urgents, puisqu'évidemment, ils fluctuent beaucoup en fonction de l'actualité de la crise sanitaire. Donc là, en septembre 2022, on était à 5,5 millions de messages échangés donc sur un mois, en septembre. Donc une progression par rapport à l'année précédente quand même de 41%. Donc peut-être qu'on peut commencer à y voir les prémices de la vague 1 du Ségur. Ça reste à confirmer. Je vous ai remis deux graphes, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais juste pour dire qu'en septembre, en tout cas sur le graphe de gauche, donc vous voyez ce qui est en gris, c'est la part des messages DGS urgents en septembre, qui sont encore très importants. Et si on regarde le reste qui nous intéresse plus d'un point de vue répartition des usages, on a toujours 42% des messages qui sont émis depuis l'hôpital, à destination de la ville en particulier, mais pas que. En rose, 16% des messages qui partent finalement de la ville, des libéraux essentiellement, et puis 12% qui sont émis par les laboratoires de biologie médicale. J'ai aussi le graphe de droite, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas revenir dessus, il n'apporte pas nécessairement des éléments cruciaux, donc je vais poursuivre. Donc les principales nouveautés, c'est là-dessus que je voulais insister. Finalement, sur l'année, on peut dire qu'on a 3 points clés. Alors ça, c'était plutôt finalement mi-2021 pour nous, mais c'est qu'on avait quand même structuré lors de la vague 1 Ségur, donc avec vous, avec les éditeurs de LPS, la transmission de documents de santé structurés via MS Santé, donc les types de pièces jointes, les objets des messages et j'en passe. Donc ça, c'était vraiment un élément important qui est un peu derrière nous maintenant. Le deuxième point clé, on en a parlé tout à l'heure avec mon espace santé, c'est évidemment l'intégration de mon espace santé comme un opérateur de l'espace de confiance MS Santé. Donc ça, évidemment, c'était très important. Et enfin, ce sur quoi je vais un peu plus insister, cette fameuse API LPS, c'était un des défauts de l'espace de confiance. Il fallait nécessairement qu'on facilite l'interopérabilité entre éditeurs de clients de messagerie LPS et les opérateurs MS Santé. Et donc, si on regarde le planning finalement sur la partie droite, vous verrez, donc là, on est à cheval sur 2022 et 2023, que sur la partie bleue, la ligne bleue, finalement, on a travaillé avec les opérateurs, et je les remercie beaucoup s'ils sont dans la salle aussi, nous écoutent, parce qu'on a fait 7 ateliers avec eux justement pour créer une task force, un financement SONS pour eux. Donc ça, c'était au début de 2022. Beaucoup de travail à la fois sur l'aspect technique, sur concevoir cette API LPS, mais aussi sur les modalités de financement, ce qui a conduit donc à une sortie d'un nouveau référentiel opérateur en avril 2022,
Et puis après, effectivement, le déroulé finalement de ce SONS avec 2 étapes clés. Fin d'année, le référencement des opérateurs industriels qui développent les solutions. Et puis, après juin 2023, finalement, la conformité de l'ensemble des opérateurs et le paiement du solde du SONS jusqu'à septembre 2023. Donc, tous ces travaux-là nous ont permis, puisque évidemment, pour faire une interface, il faut être 2. Hein. En l'occurrence, il faut avoir les opérateurs qui soient prêts et les éditeurs qui arriveront en vague 2. Donc, ça, c'est la ligne rouge. Et là aussi, beaucoup de travaux avec les éditeurs pour concevoir cette API LPS côté éditeur. Et là, on est justement actuellement tout proche de mettre en concertation publique une nouvelle version du référentiel 2, donc qui concerne les éditeurs de LPS, dans les jours qui viennent pour un objectif de publication à la fin de l'année ou le tout début de l'année 2023. Et dernier point sur lequel je voulais insister pour ceux qui ne connaîtraient pas l'API LPS, j'en profite, mais je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail. Je vous ai réindiqué les finalités finalement de cette API, c'est vraiment de standardiser ces échanges entre opérateurs et clients de messagerie LPS. Il faut savoir que jusqu'à présent, finalement, chaque opérateur pouvait proposer une API qui lui était propriétaire et propre, ce qui évidemment ne facilitait pas l'interopérabilité. On voulait effectivement justement que cette API évidemment elle soit commune à l'ensemble des opérateurs, et puis aussi et surtout maîtriser finalement la méthode d'identification électronique qui allait être employée, et c'est ça que je vais vous indiquer. Donc ce schéma là, au centre vous avez un opérateur quel qu'il soit qui est en vert. Sur la partie droite, vous avez tout ce qui existe depuis que le MS Santé existe en 2014, tout ce qui est l'échange entre opérateurs qui fonctionnait déjà, on n'y a pas touché véritablement. Et la brique qui est à gauche, c'est cette API LPS. Et ce qu'on voulait indiquer ici, c'est que finalement, ce que vous voyez, c'est la flèche bleue ou la flèche rouge. C'est que finalement, il y a 2 filières. On a arrêté les standards à utiliser entre clients de messagerie et opérateurs. Donc, c'est les standards de messagerie classiques, hein, IMAP, SMTP dans les versions sécurisées. Et puis, on a aussi standardisé les moyens d'identification électronique. Donc, pour se connecter dorénavant à une boîte aux lettres personnelle ou organisationnelle, donc une personne physique, on passera par ProSanté Connect et donc des cartes CPS ou ICPS. Et pour des boîtes aux lettres applicatives, donc c'est celles qui envoient en masse depuis les DPI, par exemple, ou les laboratoires de biologie, des messages sans connexion d'un professionnel, et bien là, on passera vers un certificat de personne morale de l'IGC Santé. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Si juste une chose, c'est qu'effectivement, en haut du schéma, vous voyez que effectivement, on impose bien aux opérateurs, aux éditeurs, dans le cadre du Ségur, de développer cette API LPS. Par contre, il peut encore y avoir d'autres API spécifiques, propriétaires, qui peuvent encore exister pour évidemment ne pas bloquer les usages. On pense en particulier aux établissements qui utiliseraient des messageries Outlook. Et dernier point à droite, effectivement, c'est pour dire que ce qui est imposé dans nos référentiels, c'est que côté opérateur, les opérateurs doivent nécessairement développer des boîtes aux lettres personnelles organisationnelles conformes à l'API LPS et en optionnel les balles applicatives, et que par contre côté LPS, les LPS ont le choix de soit développer des boîtes personnelles organisationnelles, soit des balles applicatives conformes à l'API LPS, soit voir évidemment les deux s'ils ont le besoin, et c'est ce que je vous ai remis à droite. Donc voilà sur quoi je voulais insister sur l'API LPS, et puis encore une fois remercier tous les industriels qui ont travaillé avec nous sur cette année qui a été assez riche pour MS Santé aussi. Merci Edouard. Merci. Alors attends, plus, moins, c'est d'accord. Alors, ce n'est pas Mickaël qui m'accompagne dans la présentation, c'est Carole Rousseau du GIE qui remplace Mickaël sur cette présentation. On va commencer par vous parler chiffres et vous faire un point de situation sur l'état de déploiement aujourd'hui des DMP. Donc, en lien, bien sûr, avec ce que vous a présenté Annika tout à l'heure au niveau Mon Espace Santé. Donc, on est aujourd'hui avec 65,4 millions de DMP créés. Alors, ces DMP sont alimentés régulièrement et de plus en plus, donc au fil des mois qui passent, bien entendu. On est aujourd'hui sur 18,4 millions de DMP qui sont, pour lesquels il y a eu des documents qui ont été alimentés, et en termes de nombre de documents, de volume de documents, presque 57 millions de documents alimentés sur les 36 derniers mois. Alors,
ça, c'est des chiffres, c'est des chiffres globaux. Si vous voulez plus de détails, il faut que… je sais que tous les mois, le GIE transmet donc à chaque éditeur des tableaux de bord correspondant à leur logiciel et leurs utilisateurs, que ce soit des utilisateurs professionnels de santé ou des utilisateurs établissements de santé. Et donc, vous allez retrouver dans ces tableaux de bord comment vos utilisateurs utilisent en fait le DMP, l'alimentation et la consultation aussi des DMP. Oula, on a fini. Tac, tac. Voilà. Alors, quand on parle justement, quand on parle alimentation et consultation du DMP, il y a une action aujourd'hui qui est incontournable, c'est l'identification de l'usager, du patient pour lequel on veut aller consulter ou alimenter le DMP. Donc aujourd'hui, il y a 3 canaux qui existent pour aller récupérer cette identité. Et il y a 2 canaux qu'on estime aujourd'hui obsolètes, en tout cas en voie d'extinction, et qu'on aimerait bien arrêter à la fin de l'année parce que ces canaux-là posent un certain nombre de difficultés. Alors, le premier canal, c'est le canal de récupération de l'identité via l'API 20, donc que vous connaissez tous, et le calcul, ce fameux calcul de l'INSC qui est basé sur les traits d'identité de la carte vitale. Donc, les traits d'identité qui sont contenus dans la carte vitale, on a de très vieilles cartes vitales en circulation avec des traits d'identité qui ont été saisis à l'époque dans des vieilles BDO par des régimes, etc. Enfin, c'est des traits d'identité qui ne sont pas aujourd'hui du tout alignés avec les traits d'identité qui ont servi à la création que ce soit unitaire ou automatique, des DMP avec le SNJI. Donc, en fait, le risque pour les logiciels aujourd'hui qui sont sur le terrain en API 20, c'est qu'ils calculent un INSC avec des traits d'identité qui ne sont pas forcément compatibles avec les traits d'identité que nous, on a déployés dans les DMP. Donc, un risque élevé de DMP non créé, par exemple, qui va pouvoir remonter de vos logiciels. Donc, en fait, l'API 20, l'INSC aujourd'hui qui est calculé au niveau des logiciels API 20, c'est plus la clé d'entrée qui est recommandée et fiabilisée. Donc, une grosse croix rouge là-dessus. Bien entendu, voilà, il faut déployer le plus rapidement possible des logiciels en API V2. Et quand on parle d'API V2, le deuxième canal de récupération de l'identité du patient en API V2, c'est la fameuse transaction TD00 qui va vous retourner une identité effectivement, mais qui s'appuie sur un composant qui est en dette technique, qui est vieux, qui ne répond pas forcément rapidement et de manière stable. Et donc, également, ce risque de ne pas pouvoir accéder à cette identité et au DMP derrière. Donc, il y a une communication par rapport à ces 2 jalons qui a été transmis par le GIE en fin d'année 2021. Donc, cette communication, elle disait qu'au 1er janvier 2023, la CNAM souhaitait arrêter en tout cas les transactions en API 1 et également cette fameuse transaction TD00 pour basculer à 100% sur la récupération d'identité Ségur, compatible Ségur, donc téléservice INSI. Donc, on connaît l'état de situation du terrain aujourd'hui, on la suit, je peux vous assurer qu'on la suit de très près. On a un point de situation sur le sujet donc, avec la DNS qui est organisé le 23 novembre. Et dans ce point de situation, on va faire un état des lieux du déploiement et on va regarder ce qui peut être coupé ou ce qui peut être éventuellement prolongé à minima. Mais en tout cas, le discours aujourd'hui, c'est migrer le plus possible et le plus rapidement sur le téléservice INSI. Donc, moi, je vais vous présenter les chiffres de déploiement par rapport aux échéances que Laurent vient de vous présenter. Donc, en rouge, vous avez la courbe API V1 qu'on cherche à arrêter en fin d'année pour les établissements de santé. Donc, vous voyez qu'on a quand même une nette diminution des API V1. On est à peu près à 22% d'utilisateurs en établissement de santé sur les API V1. Et à côté, en vert, la courbe qu'on cherche à faire monter, merci, qui sont les API V2 Ségur. En bleu, API V2 avec l'utilisation de la TD00, donc inférieure à la version 2.4 du cahier des charges. Voilà pour les établissements.
c'est plutôt bon pour les établissements. A contrario, au niveau des PS libéraux, donc on est sur une stabilisation des APIV1, toujours la courbe en rouge, donc autour de 50% d'utilisateurs APIV1. Et malgré tout, une nette augmentation quand même des APIV de Ségur, hein, toujours en vert, hein, qui sont les nouveaux utilisateurs. Donc, pour suivre tout ça, on vous envoie tous les mois vos tableaux de bord. Moi, je vous sollicite, hein, pour faire des entretiens, pour pouvoir voir votre feuille de route avec comme objectif l'arrêt de la TD0, 0 et des APIV1 à la fin de l'année. Non, non, très bien. J'essaye de passer à la slide d'après. Voilà. Alors, on va essayer de vous mettre en visibilité la feuille de route jusqu'à la fin de l'année et puis ce qui arrive en 2023. Alors, pardon, j'ai le même problème qu'Annick. Hein. Donc, fin d'année. Donc, fin d'année, c'est proche, hein, c'est le mois prochain. On a prévu de sortir un nouveau package de guide d'intégration et une nouvelle mise en prod, une production alignée sur le SI-DMP. Donc, les deux enjeux majeurs, toujours, bien sûr, c'est d'augmenter les usages côté PS, DMP et côté usager, mon espace santé. Dans ce nouveau package, donc, on va ouvrir le SI-DMP à de nouveaux utilisateurs. Donc là, on parle du médico-social, RPPS+. On va étendre les moyens de consultation et on va également prendre en compte des nouveaux types de documents qui vont pouvoir être stockés, avec bien entendu une extension de la matrice d'habilitation. Les nouveaux types de documents, je crois que Thierry vous en a parlé un petit peu. Il va y avoir les références d'objets d'examen d'imagerie, notamment avec ces fameux COS, ces fameux liens d'imagerie qui vont pouvoir être stockés au niveau du DMP. Et puis, il va y avoir un certain nombre de documents complémentaires qui ont été rajoutés par le médico-social également. En parallèle, on est en train d'aligner le guide d'intégration DMP avec les exigences qui sont en train de se construire au niveau de la vague 2 du Ségur. Alors, principalement, c'est la fiabilisation de l'alimentation et puis de l'alignement sur certaines exigences et recommandations qui sont présentes aujourd'hui dans le guide d'intégration actuel pour coller avec ces exigences Ségur. Alors, le sujet aujourd'hui qui est attendu, hein, c'est le sujet de la consultation en structure de soins, donc avec le nom de code R simplifié. Donc, quand on parle de R simplifié, en fait, on est aujourd'hui en termes de niveau documentaire sur un document qui est très très important, qui a été mis en concertation par l'ANS et qui a eu une saisine CNIL, c'est le référentiel DMP, qui porte tout un tas de. Je pense que vous êtes tous allés le consulter, ce document qui a été mis en concertation. Donc, ce document, il porte tout un tas d'exigences, aussi bien au niveau de la consultation que de l'alimentation, mais également au niveau de R simplifié. Donc, ce qui se passe, c'est que la CNIL a répondu. La CNIL a répondu, elle nous a mis en visibilité des travaux en cours. Donc, en l'état d'actualité aujourd'hui, nous, on a estimé que le guide d'intégration aujourd'hui qu'on voulait vous mettre à disposition, R simplifié spécifique en dehors du guide d'intégration, c'était un petit peu trop tôt pour vous le mettre à disposition parce qu'on voudrait quand même voir avec la CNIL les différents travaux qui nous ont mis en visibilité pour pouvoir vous mettre à disposition ces documents. Donc, voilà. Donc, on attend vraiment cette fin de cadrage travaux CNIL pour pouvoir, en tout cas, une bonne visibilité des travaux CNIL engagés pour vous mettre à disposition ce guide d'intégration et le référentiel des risques également aussi d'évoluer. Une fois que ça sera fait, une fois qu'on vous aura mis ça à disposition, la procédure que vous allez pouvoir dérouler, c'est la possibilité de prendre contact avec le CNDA pour engager des tests d'accrochage. Donc, ce sera des tests techniques. Vous pourrez ouvrir un environnement de test avec vos numéros d'identifiant structure de test pour pouvoir vous accrocher. Ceci dit, la procédure d'homologation ne sera pas ouverte
tant qu'on n'aura pas eu un accord et une validation officielle des travaux qui auront été engagés avec la CNIL. Eh ben, je n'ai plus de piles. Voilà. Alors, une visibilité un petit peu plus micro par rapport au périmètre du package de 7. Donc, j'en ai parlé, l'ouverture aux professionnels du médico-social, la gestion des liens d'imagerie, la fameuse évolution de la matrice d'habilitation. Donc, celle-là, elle est importante parce qu'elle permet effectivement de rajouter un certain nombre de documents, mais elle permet aussi d'étendre en colonne le nombre de professions qui vont pouvoir accéder donc, aux documents en consultation du DMP, et notamment les professions du médico-social avec les différents genres d'activités qui ont été définis. On a supprimé la transaction de demande d'autorisation pour l'alimentation du DMP. Voilà. Ça ne remet pas en question le consentement du patient sur le fait qu'il soit d'accord ou il s'oppose au fait que son DMP son espace santé, pardon, mon espace santé soit alimenté. Ça ne remet pas ça en cause, mais en tout cas, s'il n'y a pas d'opposition du patient, il n'y aura pas besoin d'envoyer cette transaction de demande d'autorisation, la fameuse TD 03, je crois, de mémoire, pour l'alimentation du DMP. Elle ne sera obligatoire que pour la partie consultation. Et la petite nouveauté également, c'est la suppression du profil de gestion administrative qui a été nettoyé et qui contenait encore quelques transactions qui permettaient, pour les DMP qui n'étaient pas encore rattachés à mon espace santé, de pouvoir donner la possibilité aux professionnels de gérer quelques activités derrière. Bon, bah aujourd'hui, globalement, la grande majorité des DMP sont rattachés à mon espace santé, donc on supprime ces transactions qui n'étaient pas forcément super utilisées en plus. Alors, en termes de visibilité sur ce qui va se passer l'année prochaine, donc on a deux gros pavés. Le premier pavé début d'année, donc on sera sur des règles d'assouplissement d'alimentation pour les structures. Donc ça, c'est important, c'est par rapport à la façon dont vous allez gérer vos certificats, commander vos certificats à l'ANS. Aujourd'hui, quand on alimente le DMP pour des structures en authentification indirecte, il doit y avoir forcément identité entre le FINES qui s'authentifie, enfin je parle du FINES, mais ouais, le FINES qui s'authentifie et le FINES qui alimente. Ça, ce qui oblige les établissements qui souhaitent avoir une visibilité fine sur leur alimentation, par exemple, de commander des certificats géographiques pour pouvoir aussi s'authentifier avec ce certificat géographique. On va assouplir cette règle de gestion en lien avec la doctrine de certificat de la DNS, pour donner la possibilité effectivement de pouvoir s'authentifier avec un certificat juridique et de pouvoir alimenter avec un certificat géographique, mais qui sera forcément rattaché quand même à la structure juridique. Voilà, donc ça c'est cet assouplissement. On a mis en place depuis l'année dernière donc une supervision et des mésusages au niveau de la consultation des DMP. Donc aujourd'hui on a quelques professionnels de santé qui sont bloqués en consultation parce qu'ils dépassent un certain nombre, enfin en tout cas ils ont un usage en consultation de DMP qui pourrait paraître douteux. Donc c'est un blocage qui se fait avec derrière un processus d'appel du PS, etc. On voit un petit peu ce qui s'est passé. On a détecté effectivement quelques problématiques d'usurpation d'identité ou des trucs comme ça par rapport à ces règles-là. Donc ça, c'est un petit peu le fil rouge de l'année 2023, c'est-à-dire qu'on va renforcer toute la partie supervision mésusages en consultation au niveau des DMP pour venir affiner progressivement ce qui va se passer avec ces détections ou ces blocages de professionnels de santé, quel que soit le mode d'authentification, qu'on soit en direct ou qu'on soit en R simplifié, par exemple. Sur la deuxième partie de l'année, on va ouvrir au CPS remplaçant. Voilà, donc ça sera fait. On va prendre en compte également au niveau de l'historique des remboursements toute une partie T2A SSR.
Voilà, on va rajouter ces informations-là. Et on va mettre en place également, donc ça sera aussi, ça fera le lien, la jointure avec ce qui se passe au niveau de la vague du Ségur, le contrôle des traits d'identité au niveau des accès DMP. Parce qu'aujourd'hui, vous passez forcément en entrée du DMP la clé qui est l'INS, mais vous passez également, en tout cas le DMP vous retourne les traits d'identité qui sont contenus dans le DMP. Donc là, on va rajouter une étape supplémentaire. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous fournissiez, vous, les traits d'identité que vous avez récupérés et que ces traits d'identité soient automatiquement contrôlés avec des traits d'identité qui sont contenus dans les DMP. Et si ça match, tant mieux. Si ça ne matche pas, ça bloque. Alors après, on va affiner, bien sûr, les niveaux de blocage. Mais en tout cas, il y aura des warnings qui remonteront pour vous dire, attention, on est sur un DMP. Avec les traits d'identité que vous avez fournis, ce n'est pas forcément la bonne personne que vous allez adresser. Donc ça, c'est pour la deuxième partie de l'année. Et donc, on a le joker qui est au milieu, c'est les travaux aujourd'hui ProSanté Connect. Donc, je crois que c'est M. Pilou qui en a parlé, le ProSanté Connect sans couture. En fait, l'ouverture ProSanté Connect CoDMP, je pense que ça n'aurait pas trop de sens sur un poste de professionnel de santé. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une approche globale, un cadre global d'utilisation de ProSanté Connect avec, comme M. Pilou l'indiquait tout à l'heure, une authentification à un moment donné, et puis que cette authentification, quel que soit le service appelé, que ce soit INSI, que ce soit l'ordonnance numérique, que ce soit le DMP, etc., qu'on puisse bénéficier de ce cadre transverse d'authentification. Voilà, donc là, les travaux, on n'a jamais été aussi proche de l'aboutissement, mais les travaux sont encore en cours et en cours de cadrage par rapport à ce sujet. Et je crois que j'ai fini. Ouais. Bonjour tout le monde, donc Diane Ramoni, je suis chef de projet ordonnance numérique au GIE César-Mittal et avec moi Céline Kuhn de la CNAM. Donc, on va vous présenter l'ordonnance numérique, anciennement appelée e-prescription. Cette présentation se déroulera sur 2 parties. Donc, je vais présenter les pré-séries et puis je laisserai la place à ma collègue pour vous présenter la présentation des campagnes en cours. Alors, on va commencer par un petit rappel des principes de pré-série en ville. Donc, les pré-séries ont pour but de d'éprouver l'ensemble du processus sur le terrain en vérifiant que l'ordonnance numérique fonctionne entre médecins et prescrits. Elle se déroule sur une zone géographique, idéalement dans des CPAM référentes, mais on a élargi à d'autres départements avec le déploiement des éditeurs et avec un nombre limité de professionnels de santé et sur une période courte. Voilà, ça marche par là. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, donc je vais vous présenter un état d'avancement des pré-séries en ville actuellement. Donc, on a 14 LGC référencés Ségur, 23 logiciels autorisés ordonnance numérique, avec 9 qui ont déjà démarré leur phase de pré-série. Donc, comme vous pouvez le voir, ces pré-séries se déroulent sur 8 départements. Voilà, donc on a aujourd'hui 7 éditeurs médecins en pré-série, avec un éditeur qui faisait partie de l'expérimentation médicaments, donc la version de 2019, et 2 éditeurs pharmaciens, avec le dernier, donc l'éditeur MSI 2000 avec son logiciel Actifarm. On a aussi des pré-séries en cours de préparation avec les autres éditeurs référencés, comme vous pouvez le voir sur la slide. On a 5 éditeurs qui faisaient partie, donc avec le petit livre, donc qui faisaient partie de l'expérimentation e-prescription médicaments, et 4 éditeurs pharmaciens qui sont autorisés en ordonnance numérique. Voilà, désolée. Donc, sur la deuxième partie, je vais vous présenter quelques chiffres clés sur le terrain. Aujourd'hui, à date, on a plus de 50 000 ordonnances numériques créées par les médecins enregistrés
dans la base depuis le démarrage de la pré-série ordonnance numérique, donc depuis octobre 2021. Et au total, entre la version e-prescription médicaments et ordonnance numérique, on compte 1 million d'ordonnances créées par les médecins enregistrés en base depuis 2019, avec une répartition, comme vous pouvez le voir, on a les produits de santé à 68% des créations, et puis les bio, kinés, et ainsi de suite. Un point à préciser, c'est que il y a eu des tests concluants qui ont été réalisés pendant ces pré-séries entre médecins pharmaciens en version e-prescription médicaments, donc la version de 2019, et la version actuelle, donc l'ordonnance numérique. Et donc, c'est test concluant. Donc, il y a bien le workflow est bien opérationnel entre ces deux versions. C'est bon. Alors, je termine avec la stratégie de déploiement. Donc, sur 5 ans, en 2020, on a mis en place, la première version de la e-prescription initiée. En 2021, on a démarré les premières pré-séries médecins et pharmaciens. En 2022, on a commencé le déploiement médecins et pharmaciens et on a préparé, donc on a fait des travaux préparatoires de l'expérimentation en EHPAD. Excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai sauté une slide. Ouais. J'ai bien sauté une slide. Ah oui, j'ai bien sauté une slide. Donc, excusez-moi. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'est l'expérimentation dans le secteur du médico-social. On vous a déjà annoncé un démarrage assez prochainement, donc en S1 2023. Cette pré-série, cette expérimentation dans les ESMS aura pour objectif justement de tester l'usage dans les établissements médico-sociaux sur la base du cahier de charge actuel prescripteur, avec quelques EHPAD sur une zone géographique telle que les pré-séries ordonnance numérique ville. Donc, elle a aussi pour but de rédiger un cahier de charge spécifique ESMS en s'appuyant bien sûr sur les remontées terrain grâce à l'expérimentation. Donc, par rapport au périmètre, donc, on aura pour cible les EHPAD sans pharmacie à usage intérieur, équipés d'un LAP et un DUI. En ce qui concerne les cas d'usage, donc on aura le cas d'usage où le médecin utilise le logiciel de l'EHPAD. Donc, le logiciel il doit se faire autoriser e-prescription prescripteur ESMS par le CNDA. Et en ce qui concerne les pharmaciens, donc, il y aura une exécution des ordonnances numériques réalisées dans ces EHPAD par des prescrits de ville. Aussi, l'ordonnance numérique sera interfacée avec le DUI et il y aura une alimentation du DMP si DUI et DMP compatibles. Et puis, on passe à la stratégie de déploiement. Donc, vous l'avez compris, 2020, la première version de la e-prescription initiée, 2021, les premières pré-séries médecins-pharmaciens, 2022, début de déploiement et pré-série des médecins et pharmaciens et préparation de l'expérimentation EHPAD. Et 2023, on prévoit un déploiement intensifié de l'ordonnance numérique chez les médecins et les pharmaciens et aussi un déploiement chez les professionnels de la LPP et aussi le démarrage de l'expérimentation en EHPAD. Et en 2024, on aura un déploiement progressif pour l'ensemble des acteurs prescrits de ville et aux actes prescrits en établissement délivrés en ville. Et bien sûr, ces pré-séries et déploiements est en articulation avec le calendrier Ségur. J'ai terminé, je laisse la parole à ma collègue. Bonjour. Du coup, je vais prendre... juste quelques infos complémentaires rapidement pour vous parler des campagnes que mène actuellement le délégué au numérique en santé sur le terrain auprès des médecins et des pharmaciens. Et du coup, forcément, vos clients commencent à entendre parler du service puisqu'on leur en parle. Donc, on a 2 campagnes qui sont lancées médecins depuis fin septembre et pharmaciens depuis mi-octobre. Donc, sur les médecins, la campagne est clairement articulée sur la présentation du service
puisqu'en fait, ça fait partie du pack Ségur. Ils en entendent parler et ils avaient besoin de savoir en quoi consistait le service. Et puis également, ils ont des indicateurs de rémunération à partir de 2023. Donc, il était temps qu'ils sachent de quoi il en retourne. Donc, nos DNS leur présentent le service avec les avantages et l'absence concrètement de changement dans le déroulé de la consultation. On a déployé, c'est ce qui est à droite là, de la première colonne, pas mal de supports d'information au-delà de cette campagne, notamment des articles que vous pouvez retrouver sur amélie.fr médecins et pharmaciens, donc qui leur présentent le contenu. C'est une campagne sur les 8 départements qui sera couplée avec la campagne AppCV qui vous a été présentée tout à l'heure. Sur les pharmaciens, là, on est sur une campagne plus large qui parle de l'ordonnance numérique, mais pas que, qui fait des rappels Ségur, Mon Espace Santé, MS Santé, DMP, également qui parle des indicateurs conventionnels, avec à l'appui le même type d'informations. Un petit retour complémentaire, donc sur les médecins, sur les premiers retours qu'on a de la part des DNS, le service est plutôt bien perçu, a fortiori parce qu'il ne présente pas de rupture avec le déroulé actuel. Ce qu'on a comme remontée, c'est beaucoup d'attentes sur l'ergonomie qui sera proposée évidemment dans les logiciels, des questions, voire inquiétudes sur la partie LAP, pour savoir si ça ne sera pas trop contraignant et bien articulé, et puis aussi des attentes sur la partie alimentation automatique dans le DMP, qui idéalement ne se ferait qu'en un clic. Voilà. Et sur la partie pharmacien, donc là, un des premiers retours aussi encourageants, un service très bien perçu, beaucoup d'attentes aussi sur le référencement des LGO Ségur et sur le déploiement concret, très intéressé par l'aspect sécurisation, fiabilisation de l'origine des ordonnances, et puis eux, plutôt des attentes sur la partie tableau de bord, suivi de l'alimentation de la base e-prescription qui permettra de transmettre les infos à l'assurance maladie pour la facturation. Voilà, et vous retrouverez dans la présentation les différents supports de communication, donc les articles Amélie dont j'ai parlé, une vidéo de présentation qui a usage médecin-pharmacien, qui vous permettra, si vous la visionnez, de voir la façon dont on leur présente le service, un flyer qui reprend les éléments de la vidéo, et également en bas de page, une communication à leur grand public modéré pour l'instant, qui se fait dans le cadre de la communication de Mon Espace Santé, puisque pour eux, c'est finalement une façon de leur dire que ça sera un document supplémentaire accessible automatiquement dans Mon Espace Santé. Et puis, c'était une obligation de notre part, bien sûr, de les informer sur le droit d'opposition, donc qui est à recueillir par le médecin au moment de la consultation, le cas échéant, sur le fait que le médecin puisse a posteriori avoir accès aux données de délivrance. Voilà. Merci, donc pas de questions-réponses, merci beaucoup. Et nous enchaînons avec Yves Lauriard et Jean-Marc Chevillier, donc Yves de l'ANS, Jean-Marc de la DNS, qui vont